Lors d'un dîner de famille, mon frère a annoncé « Maman et papa ont dit que j'allais emménager chez toi ». J'ai répondu calmement « Drôle, je l'ai vendu la semaine dernière ». Son choc s'est approfondi alors que je lui tendais la preuve. Je m'appelle Nathalie, j'ai 32 ans, et après avoir économisé chaque centime pendant 8 ans, j'ai enfin acheté la maison de mes rêves dans la banlieue de Lyon. Mes parents disaient toujours qu'ils étaient fiers de mon indépendance, tandis que mon jeune frère Julien semblait flotter à travers la vie grâce à leur générosité. Dimanche dernier, notre dîner de famille a pris un tournant inattendu lorsque Julien a annoncé qu'il emménageait chez moi. Le sourire sur mon visage n'a jamais faibli alors que je lâchais ma bombe. Avant de me lancer dans la façon dont j'ai retourné la situation contre mon frère prétentieux, laissez un commentaire pour me faire savoir d'où vous regardez. Donnez un like à cette vidéo si vous avez déjà dû tenir tête à une famille qui vous tenait pour acquis. Ayant grandi dans la banlieue de Lyon, notre famille de classe moyenne semblait parfaite de l'extérieur. Mes parents travaillaient dur pour nous offrir une vie confortable. Papa était comptable dans une entreprise respectable et maman enseignait en 2e année à l'école primaire locale. Nous n'avons jamais manqué de nécessités, mais les luxes étaient obtenus grâce aux corvées et aux bonnes notes. Du moins, c'était la règle pour moi. Julien, mon frère, qui a 3 ans de moins que moi, opérait d'une manière ou d'une autre sous un ensemble différent de règles familiales. Quand nous étions enfants, je devais économiser mon argent de poche pendant des semaines pour acheter les choses que je voulais, tandis que Julien faisait une crise dans un magasin et en sortait avec un nouveau jouet. Mes parents prétendaient qu'il était sensible et avait besoin d'un soutien supplémentaire. Ce schéma s'est poursuivi tout au long de notre enfance et de notre adolescence. Je me souviens encore de l'été avant le collège, où j'ai travaillé dans 2 emplois pour économiser pour les livres. Pendant ce temps, Julien passait ses journées à jouer à des jeux vidéo et à sortir avec des amis. Quand septembre est arrivé, mes parents m'ont aidé à emménager dans mon dortoir, mais ont clairement indiqué que mon éducation était principalement ma responsabilité. Ils ont contribué ce qu'ils pouvaient, mais j'ai contracté des prêts et travaillé à temps partiel pendant mes 4 années pour joindre les deux bouts. Julien, en revanche, a bénéficié d'une bourse d'études complète dans la même université 2 ans plus tard. Il a échoué après 3 semestres, ayant passé plus de temps à faire la fête qu'à étudier. Au lieu d'affronter les conséquences, mes parents l'ont payé pour qu'il fréquente un collège communautaire, qu'il a également abandonné après 1 an. Cela a marqué le début d'un schéma qui se poursuivrait bien dans notre vie adulte. Après avoir obtenu mon diplôme en commerce, j'ai gravi les échelons dans une agence immobilière, commençant comme assistante et devenant finalement agent à part entière. Le marché immobilier de Lyon était compétitif, mais j'ai bâti une réputation d'honnêteté et de travail acharné. Chaque chèque de commission allait en partie dans les économies pour ma propre maison un jour. Julien rebondissait entre les emplois comme s'ils étaient des perspectives de rencontre. Il a essayé de faire le bar mais a été licencié pour avoir donné des boissons gratuites à des amis. Il a travaillé dans un magasin de téléphonie mobile jusqu'à ce que des écarts d'inventaire mènent à son licenciement. Il a même tenté de vendre des assurances mais ne pouvait pas se déranger pour étudier pour l'examen de licence. Chaque échec s'accompagnait d'une excuse toute prête. Mauvaise gestion, milieu de travail toxique, ou simplement malchance. Pas une fois il n'a reconnu son propre rôle dans ces situations. Pendant tout ce temps, mes parents ont continué à le soutenir financièrement. Ils ont payé son loyer quand il manquait, ce qui était la plupart des mois. Ils lui ont acheté une voiture quand la sienne est morte, prétendant qu'il avait besoin d'un moyen de transport fiable pour trouver un bon emploi. Ils ont même remboursé sa dette de carte de crédit 2 fois, lui faisant la leçon sur la responsabilité tout en supprimant simultanément les conséquences de son irresponsabilité. Quand j'ai eu 29 ans, après 7 ans d'épargne et de développement de carrière dévouée, j'avais enfin assez pour un acompte sur une maison modeste. Le marché était chaud et les propriétés étaient enlevées quelques jours après leur mise en vente. Mon expérience immobilière m'a donné un avantage, et quand une charmante maison de 3 chambres de style art déco est arrivée sur le marché dans un bon quartier, j'ai sauté dessus. Le prix demandé était au plus haut de mon budget, mais je suis tombé amoureuse des bibliothèques intégrées, des planchers de bois franc d'origine et de la baie vitrée du salon qui laissait entrer la quantité parfaite de lumière du matin. Obtenir l'hypothèque a été stressant. En tant que femme célibataire, la banque a examiné mes finances plus que je ne m'y attendais. Chaque euro que j'avais jamais gagné semblait être remis en question et vérifié 2 fois. Le jour où j'ai signé les papiers finaux et reçu les clés, j'ai pleuré dans ma voiture pendant 10 minutes complètes. Cette maison représentait tous les sacrifices que j'avais faits, chaque quart de travail supplémentaire que j'avais travaillé,
chaque vacance que j'avais sautée pour économiser de l'argent. C'était plus qu'un bâtiment. C'était la preuve physique que mon travail acharné avait un sens. Mes parents ont assisté à ma pendaison de crémaillère et semblaient sincèrement fiers. Papa a fait griller dans le jardin pendant que maman m'aidait à arranger les meubles. Ils m'ont donné une carte cadeau pour un magasin de bricolage en cadeau. C'était l'une des rares fois où j'ai eu l'impression que mes réalisations étaient célébrées autant que la médiocrité de Julien était généralement accommodée. Julien est arrivé à la fête 3 heures en retard, n'a apporté aucun cadeau et a passé la plupart du temps à se plaindre de ses derniers problèmes de petit ami à quiconque voulait bien l'écouter. Quand il a finalement reconnu ma nouvelle maison, c'était pour demander si je le laisserais organiser une fête là-bas. Bientôt, car son appartement était trop petit. J'ai poliment refusé, ce qui a entraîné une semaine de messages textes maussades sur la façon dont j'avais changé et était devenu snob depuis l'achat de ma maison. Les 2 années suivantes ont été idylliques. J'ai peint chaque pièce, planté un jardin et lentement meublé l'endroit avec des pièces que j'aimais plutôt que des objets hérités et des articles de magasins discount qui avaient rempli mes appartements. Les paiements hypothécaires étaient importants et les réparations imprévues mettaient parfois mon budget à rude épreuve, mais j'y suis arrivé. Avoir mon propre espace, mon propre sanctuaire valait chaque euro. Pendant ce temps, Julien a continué son schéma d'instabilité. Il a emménagé avec une petite amie, puis retourné dans son appartement quand ils ont rompu 3 mois plus tard. Il a quitté un autre emploi parce que son patron ne respectait pas sa vision créative pour l'équipe marketing. Il a emprunté de l'argent à nos parents pour une réparation de voiture, puis l'a utilisé pour aller à un festival de musique. Chaque réunion de famille comportait un nouveau drame de Julien avec mes parents qui se tordaient les mains, mais ne l'obligeaient jamais réellement à changer. Le mois dernier, Julien a perdu son dernier emploi en tant que directeur adjoint dans un magasin de articles de sport. Quelque chose à propos d'écart d'inventaire. Encore une fois, cependant, sa version impliquait une conspiration de collègues qui étaient jaloux de son potentiel. La même semaine, son propriétaire l'a informé que son bail ne serait pas renouvelé en raison de multiples plaintes pour bruit et de retard de paiement. À 30 ans, mon frère était une fois de plus confronté au chômage et à une potentielle sans-abri. J'ai entendu parler de ces développements de seconde main par ma mère, qui a appelé pour déplorer à quel point le monde était injuste envers son petit garçon. La conversation s'est terminée par un commentaire étrange sur la façon dont la famille doit rester unie dans les moments difficiles et sur la façon dont votre génération doit se soutenir davantage. Je n'y ai pas prêté attention à l'époque, l'attribuant à la tendance de ma mère aux platitudes lorsqu'elle était contrariée. Si j'avais prêté plus d'attention, j'aurais pu remarquer les signes plus tôt. Mais j'étais distraite par ma propre vie et mes propres défis, ignorant que ma famille faisait des projets qui auraient un impact direct sur moi sans aucune considération pour mon avis ou mon consentement. Le premier signe que quelque chose d'inhabituel se préparait fut sous la forme de 3 appels téléphoniques distincts de mes parents en une seule semaine. Ma mère et mon père appelaient généralement le dimanche après-midi pour notre rattrapage hebdomadaire. Ainsi, cette augmentation soudaine de la communication a soulevé un petit drapeau rouge. Chaque appel faisait référence à des questions familiales vagues qui devaient être discutées, mais chaque fois que je demandais des précisions, ils évitaient avec des commentaires comme « Mieux vaut en parler en personne et ce sont juste quelques idées que nous voulons vous soumettre ». Plus préoccupants étaient les textes étranges de Julien. Après des mois de contact minimal, il voulait soudainement connaître mon fournisseur de services Internet et sa vitesse. Juste curieux de savoir ce que vous payez pour le Wi-Fi, a-t-il écrit, suivi de questions sur la chambre qui avait la meilleure lumière naturelle et si les voisins se soucieraient si quelqu'un jouait de la musique la nuit. Quand j'ai demandé pourquoi il avait besoin de cette information, il a répondu avec un vague aucune raison et un emoji souriant. Mes soupçons se sont accrus lorsque Julien m'a envoyé un texto me demandant les dimensions de ma chambre d'amis, juste pour savoir quelle était sa taille, comme si un lit king size pouvait y rentrer. La pièce en question était mon bureau où je travaillais souvent le soir et le week-end. Elle n'avait jamais contenu de lit d'aucune taille, et je n'avais pas l'intention de changer cet arrangement. Toujours est-il que j'étais occupé par le travail et que j'ai écarté ces questions étranges comme étant Julien. Cette semaine de travail a été particulièrement stressante. J'avais un client exigeant qui regardait des propriétés de luxe dans le quartier de la Presqu'île. La commission serait substantielle si je pouvais conclure l'affaire, mais le client changeait ses exigences quotidiennement, m'envoyant me précipiter pour trouver de nouvelles propriétés qui répondaient à ses critères en constante évolution. Mon patron a clairement indiqué que satisfaire ce client était une priorité pour l'entreprise, me mettant une pression supplémentaire pour performer. Pour compliquer les choses, ma maison a développé un problème de plomberie grave.
Ce qui avait commencé comme une petite fuite sous l'évier de la cuisine s'est rapidement transformé en un problème majeur avec la conduite d'eau principale. Le plombier a livré la mauvaise nouvelle avec un grimace sympathique de quelqu'un qui sait qu'il ruine votre journée. Réparer le problème correctement coûterait plus de 7 000 €, de l'argent que je n'avais pas facilement disponible. Ce coût financier est arrivé juste après le remplacement du chauffe-eau 2 mois auparavant et les problèmes électriques le mois précédent. La charmante maison de style art déco vieille de 100 ans qui m'avait volé mon cœur révélait sa vraie nature de gouffre financier. J'avais épuisé mon fonds d'urgence et je devais maintenant faire face à une dépense importante sur ma carte de crédit, quelque chose que j'avais juré de ne jamais faire après avoir vu Julien sombrer dans la dette avec le même comportement. Dans un moment de pragmatisme remplaçant l'émotion, j'ai appelé mon conseiller financier pour discuter des options. Sandra m'avait aidé à budgétiser l'achat de la maison initialement et m'avait doucement suggéré à l'époque que je pourrais peut-être me tendre trop. Revoyant maintenant ma situation financière, elle a souligné ce que j'évitais, reconnaissant qu'entre l'hypothèque, les réparations et mes autres dépenses, je me noyais lentement. « Avez-vous pensé à vendre ?» a demandé doucement Sandra. « Le marché est chaud en ce moment, surtout dans votre quartier. Vous avez acheté à un bon moment, et les prix ont augmenté. Vous pourriez potentiellement vous en sortir avec assez pour rembourser vos dettes et avoir un acompte sain pour quelque chose de plus gérable. » L'idée de vendre la maison de mes rêves semblait d'abord un échec. Cette maison représentait tout pour quoi j'avais travaillé. Mais alors que Sandra me détaillait les chiffres, j'ai réalisé qu'elle avait raison. Continuer sur cette voie mènerait finalement à une catastrophe financière. Être maison pauvre affectait tous les autres aspects de ma vie, de mes niveaux de stress à ma capacité d'épargner pour la retraite. Ce soir-là, j'ai contacté un collègue spécialisé dans les ventes résidentielles dans ma région. Mélissa est venue le lendemain, parcourant ma maison avec l'œil clinique d'un professionnel plutôt que l'attachement émotionnel d'un propriétaire. Elle a confirmé ce que Sandra avait suggéré. Je pouvais lister la maison bien au-dessus de ce que j'avais payé il y a 2 ans et probablement obtenir plusieurs offres. Seriez-vous à l'aise avec une vente rapide si la bonne offre se présentait ? A demandé Mélissa. J'ai un couple qui vient de perdre une guerre d'enchères pour une propriété similaire dans un quartier voisin. Ce sont des acheteurs motivés avec un financement déjà en place. L'univers, semblait-il, m'envoyait un message clair. Le lendemain, le couple mentionné par Mélissa est venu voir ma maison pendant que j'étais au travail. Le soir même, ils avaient soumis une offre 5% au-dessus de mon prix demandé avec une seule condition, ils avaient besoin de clôturer rapidement dans les 30 jours. En retour, ils étaient prêts à me permettre de relouer la propriété pendant 30 jours supplémentaires après la clôture, pendant que je trouvais un nouvel endroit à un prix nominal. La décision était à la fois déchirante et évidemment correcte. J'ai accepté l'offre et signé la paperasse préliminaire le lendemain. L'inspection était prévue pour le début de la semaine suivante, me laissant dans un étrange limbo émotionnel pendant le week-end. J'allais assister au dîner traditionnel du dimanche de ma famille avec ce changement de vie massif en cours. Pourtant, j'ai décidé de ne pas en parler tout de suite. La vente pourrait toujours échouer, et plus important encore, je voulais traiter mes propres sentiments avant de gérer les réactions de ma famille. L'inspection s'est déroulée sans problème avec seulement des problèmes mineurs notés que j'ai accepté de régler avant la clôture. Mercredi, toutes les contingences avaient été levées et la vente avançait. La clôture était fixée pour le jeudi suivant, juste un jour avant le prochain dîner de famille. J'entrerai au dîner du dimanche avec le transfert de propriété complété et un chèque certifié représentant mes capitaux propres en main. Alors que je me préparais pour le dîner, un mélange complexe d'émotions tourbillonnait en moi. Le soulagement de la résolution de ma situation financière rivalisait avec la tristesse de perdre la maison que j'avais aimée. La fierté d'avoir pris une décision mature et responsable rivalisait avec la déception que mon rêve se soit avéré insoutenable. Et sous-jacent à tout cela, il y avait une inquiétude croissante concernant les questions étranges de Julien et les appels insistants de mes parents sur des questions familiales à discuter. J'ai choisi de ne pas leur parler de la vente de ma maison avant que la clôture ne soit terminée. En partie pour éviter de jeter un sort à l'affaire, mais surtout parce que je voulais prendre cette décision entièrement par moi-même sans input ou drame familial. Pour une fois, il s'agissait de moi et de mes besoins, pas de loger les autres ou de chercher l'approbation. Je n'avais aucune idée que ma décision allait se heurter si dramatiquement au plan secret de ma famille ou que le dîner du dimanche deviendrait un tournant dans toutes nos relations. Les dîners du dimanche chez mes parents étaient une tradition depuis que Julien et moi étions au lycée. Même après avoir déménagé, nous avons maintenu le rituel avec de rares exceptions.
Maman préparait toujours un rôti ou des lasagnes ou une autre nourriture réconfortante qui nécessitait des heures dans la cuisine. Et papa ouvrirait une bouteille de vin qu'il gardait pour une occasion spéciale. Ces réunions avaient normalement une prévisibilité confortable, un rythme établi sur des décennies de repas de famille. Ce dimanche en particulier, je suis arrivé exactement à 17 h, l'heure désignée du dîner. L'odeur familière de rôti de bœuf et de purée d'ail m'a accueilli en franchissant la porte d'entrée. Maman avait mis la table de la salle à manger avec la belle vaisselle, ce qui était inhabituel pour nos dîners de famille décontractés. Une bouteille de champagne était au frais dans un seau à glace sur le buffet, une autre rupture par rapport à notre vin habituel avec le dîner. La voilà. Mon père a appelé de son fauteuil inclinable dans le salon, mettant en sourdine le spectacle d'avant-match qu'il regardait. Il s'est levé pour me serrer dans ses bras, me tapotant le dos avec un enthousiasme inhabituel. Pile alors comme toujours, notre fiable Nathalie. Ma mère est sortie de la cuisine, s'essuyant les mains sur son tablier. Mon cœur, tu as l'air fatigué. Le travail te tient occupé. Elle m'a serré dans ses bras, puis m'a tenu à bout de bras pour examiner mon visage. Ces cernes sous tes yeux. Tu travailles trop dur, ma chérie. Juste un client exigeant et quelques problèmes à la maison, ai-je répondu délibérément vaguement. Ça sent incroyablement bon, cependant. Puis-je aider à quoi que ce soit? Non, non. Tout est sous contrôle. Julien devrait être là d'une minute à l'autre. Elle a échangé un regard significatif avec mon père que j'ai prétendu ne pas remarquer. Pourquoi ne t'asseois-tu pas et ne te détends-tu pas? Ton père a déjà ouvert du vin. J'ai accepté un verre de cabernet et j'ai pris ma place habituelle sur le canapé, bavardant de la météo exceptionnellement douce et du jardin en pot de ma mère sur le patio arrière. La conversation semblait forcée, mes parents vérifiant à plusieurs reprises l'heure et la fenêtre avant pour des signes de l'arrivée de Julien. À 17h20, la porte d'entrée s'est ouverte en grand et Julien est entré comme si son retard n'avait aucune conséquence. Désolé, je suis en retard, a-t-il annoncé sans avoir l'air désolé du tout. Le trafic était brutal. Compte tenu qu'il vivait à seulement 15 minutes et s'excusait rarement pour quoi que ce soit, cette reconnaissance nominale de son retard m'a semblé étrangement formelle. Ce qui a vraiment attiré mon attention, cependant, c'est son apparence. Julien s'était fait couper les cheveux, troquant son style hirsute habituel pour quelque chose de plus professionnel. Il portait une chemise boutonnée rentrée dans un pantalon kaki au lieu de son t-shirt et de son jean habituel. Le plus surprenant, c'est qu'il portait un sac cadeau et ce qui semblait être une bouteille de vin enveloppée dans du papier de soie. « Julien, tu as l'air bien », a roucoulé maman, acceptant son offrande. « Et tu as apporté du vin. » Comme c'est attentionné. « Juste voulu contribuer à la célébration », a-t-il répondu avec un clin d'œil qui m'a envoyé un frisson dans le dos. Tout ce qui se passait ici avait été orchestré à l'avance, et j'étais la seule à ne pas être dans le coup. Quand nous sommes passés à la table de la salle à manger, les dynamiques inhabituelles ont continué. Ma mère avait placé Julien à la tête de la table, une position généralement occupée par mon père. Papa a pris le pied de la table, me laissant sur les côtés avec maman. Pendant que nous nous servions du rôti, des pommes de terre et des haricots verts, la conversation est restée guindée et artificielle. Alors, Nathalie, a commencé ma mère après quelques minutes de repas dans un silence gênant. Cette grande belle maison doit être terriblement vide avec seulement toi dedans. Tout cet espace supplémentaire gâché. J'ai mâché lentement, gagnant du temps avant de répondre. Elle est juste de la bonne taille pour moi. En fait, j'utilise la chambre d'amis comme bureau et la troisième chambre est parfaite pour le stockage et les invités. Mais sûrement tu es seule, a-t-elle persisté. Un si grand endroit pour une seule personne. Mon père a sauté avant que je puisse répondre. La famille doit rester unie pendant les moments difficiles. C'est ce que je dis toujours. Nous devons nous soutenir mutuellement, surtout maintenant avec l'économie telle qu'elle est. Julien a hoché la tête sagement comme si notre père venait de dispenser une sagesse profonde plutôt qu'un préambule transparent à l'annonce qui allait venir. Absolument. La famille d'abord en ce moment. Le repas a continué dans cette veine avec des commentaires pointus sur ma maison, l'importance de la famille, et des références à peine voilées aux récentes mésaventures de Julien. J'ai remarqué que Julien consultait son téléphone à plusieurs reprises, semblant attendre un moment précis. Mes parents échangeaient des regards chargés d'anticipation. Le champagne et le seau à glace restaient non ouverts, attendant clairement l'événement principal.
Alors que maman servait sa tarte aux pommes faite maison pour le dessert, Julien s'éclaircit la gorge et se leva, attrapant le champagne. Je pense qu'il est temps de laisser Nathalie partager la bonne nouvelle, a-t-il annoncé, commençant à déballer la feuille d'aluminium de la bouteille. Quelle bonne nouvelle, ai-je demandé, bien qu'une sensation de malaise dans mon estomac me dise que je savais déjà. Le bouchon a sauté avec un son festif qui semblait étrangement déplacé, étant donné la tension que je ressentais. Julien a versé du champagne dans 4 flûtes que ma mère avait apparemment préparées en prévision de ce moment. Eh bien, comme vous le savez, j'ai eu quelques revers récemment, a commencé Julien, son ton suggérant qu'il était sur le point d'annoncer un accomplissement remarquable plutôt qu'une autre aide. Mon propriétaire est complètement déraisonnable concernant le bail, et le marché du travail est brutal en ce moment pour quelqu'un avec mes qualifications. J'ai pris une petite gorgée de champagne, attendant que l'autre chaussure tombe. Mais chaque nuage a un bon côté, a-t-il poursuivi, levant son verre. Maman, papa et moi avons parlé et nous avons trouvé la solution parfaite, un véritable scénario gagnant-gagnant. Il a marqué une pause dramatique, savourant clairement son moment sous les feux de la rampe. À de nouveaux arrangements de vie, a annoncé Julien, soulevant son verre plus haut. À partir de samedi prochain, j'emménage chez Nathalie, juste le temps que je me remette sur pied, bien sûr. Le silence qui a suivi sa proclamation n'a duré que quelques secondes, mais il a semblé éternel. Mes parents rayonnaient de fierté envers Julien, puis ont tourné des sourires expectatifs vers moi, attendant mon enthousiasme pour leur plan. L'expression de Julien était un mélange d'arrogance et de satisfaction suffragante, comme s'il avait résolu astucieusement un problème. Maman et papa ont dit que la chambre d'amis serait parfaite pour moi, a ajouté Julien, quand je n'ai pas immédiatement répondu. Ils ont pensé que comme tu n'es jamais à la maison de toute façon à cause du travail, tu ne me remarquerais même pas là. En plus, je peux aider avec les services publics et peut-être tondre la pelouse parfois. Ma mère a hoché la tête d'encouragement. Nous avons pensé que c'était la solution parfaite, ma chérie. Julien a besoin d'un endroit stable où vivre pendant qu'il cherche un emploi et tu as tout cet espace supplémentaire, a ajouté mon père. La famille est de la famille et ainsi tu ne serais pas toute seule dans cette grande maison. Ce n'est pas sûr pour une jeune femme de vivre seule, de nos jours. J'ai regardé autour de la table, leurs visages expectatifs. Ces personnes qui avaient fait des plans pour insérer Julien dans ma maison sans même me consulter. Ils avaient discuté de mes arrangements de vie, décidé de ce qui était mieux pour moi, et maintenant s'attendaient à ce que j'accepte avec gratitude leur décision. L'audace était à couper le souffle. À ce moment-là, un étrange calme s'est installé en moi. L'anxiété que j'avais ressentie à propos de leur dire que j'avais vendu la maison s'est évaporée, remplacée par une certitude claire que je prenais la bonne décision pour moi-même. C'est un plan intéressant, ai-je dit, ma voix ferme malgré la colère qui bouillonnait sous la surface. Il y a juste un petit problème avec ça. Quel est ce problème, ma chérie, a demandé ma mère, son sourire légèrement vacillant. J'ai attrapé mon sac à main accroché au dossier de ma chaise et j'ai sorti l'enveloppe en manille contenant les documents de clôture que j'avais signés la veille. J'ai vendu ma maison la semaine dernière. Les nouveaux propriétaires en prennent possession dans 30 jours. Le silence qui a suivi mon annonce était profond. 3 paires d'yeux me fixaient dans des états de disbelief variés. La main de ma mère a volé à sa gorge dans un geste de choc que je n'avais auparavant vu que dans les feuilletons de jour. Les sourcils broussailleux de mon père se froncèrent dans la confusion. La bouche de Julien était littéralement ouverte, son verre de champagne figé à mi-chemin de ses lèvres. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Julien a finalement rompu le silence, un rire nerveux s'échappant de lui. C'est une sorte de drôle de prank de représailles. J'ai retiré le transfert de propriété et les documents de clôture de l'enveloppe et les ai placés sur la table. L'inspection a été terminée mardi. Toutes les contingences ont été levées mercredi, et nous avons clôturé hier après-midi. Les nouveaux propriétaires sont un couple charmant avec une fille de 5 ans qui est très excitée par la balançoire que je leur laisse dans le jardin. Mon père a ramassé les papiers, ajustant ses lunettes de lecture pour les examiner. Son expression s'est assombrie lorsqu'il s'est rendu compte que je disais la vérité. Nathalie, pourquoi ferais-tu une chose pareille sans en discuter d'abord avec ta famille? C'est une décision majeure dans la vie. L'ironie de sa déclaration ne m'a pas échappé. Tu veux dire de la manière dont vous avez discuté de l'emménagement de Julien dans ma maison avant de m'en informer? C'est complètement différent, a interrompu ma mère. Nous essayons d'aider tous les deux en proposant ma maison comme tremplin pour Julien sans me demander.
Comment cela m'aide-t-il exactement? Le calme que j'avais ressenti quelques instants auparavant commençait à se fissurer. Des années de ressentiment s'infiltraient à travers les fissures. Julien a arraché les papiers à mon père et les a parcourus frénétiquement comme s'il cherchait une échappatoire. « Tu as fait ça exprès ?» a-t-il accusé, claquant les documents sur la table. « Tu as entendu d'une manière ou d'une autre que j'avais besoin d'un endroit où séjourner, et tu as vendu ta maison pour me nuire. »« Tout ne tourne pas autour de toi, Julien, » ai-je répondu, essayant de garder ma voix égale. J'ai vendu ma maison parce qu'elle devenait un fardeau financier. Les problèmes de plomberie seuls auraient coûté 7 000 € à réparer correctement. De l'argent que je n'ai pas parce que, contrairement à toi, je n'ai pas de parents qui me sortent de toutes les crises financières. C'est injuste, Nathalie, a dit sévèrement mon père. Nous avons toujours soutenu nos 2 enfants de manière égale. Un rire amer s'est échappé de moi avant que je ne puisse le réprimer. Également, papa, j'ai travaillé 2 emplois pour payer mes études universitaires pendant que tu donnais à Julien une bourse complète, qu'il a gaspillée. J'ai économisé pendant 8 ans pour acheter cette maison pendant que tu payais le loyer de Julien chaque fois qu'il manquait. Tu lui as acheté une voiture quand la sienne est morte, mais quand ma transmission est tombée en panne l'année dernière, tout ce que j'ai eu, c'est des conseils de prendre le bus jusqu'à ce que je puisse me permettre des réparations. Le frère de ton père a eu plus de mal à trouver sa voie, a défendu ma mère, les larmes aux yeux. Il a besoin de plus de soutien. Et de qui la faute, ai-je contesté. Vous avez soutenu ces mauvaises décisions si longtemps qu'il n'a jamais eu à faire face aux conséquences ou à grandir. Julien a reculé de la table, sa chaise raclant bruyamment le parquet. Je n'ai pas à écouter ces conneries de sanctimonieux. Tu t'es toujours senti meilleure que moi, Nathalie. Miss Parfaite avec sa carrière immobilière et sa maison dans le beau quartier. Je ne pense pas être meilleure que toi, ai-je dit calmement. J'ai juste fait des choix différents et j'ai travaillé dur pour ce que j'ai. Ce que j'avais, me suis-je corrigé. La réalité de la vente de ma maison bien-aimée me frappant à nouveau. Eh bien, tes choix m'ont baisé, a craché Julien. J'ai déjà donné mon préavis à mon appartement. Je dois partir avant la fin du mois et maintenant je n'ai nulle part où aller. Ma mère a halté. Julien, tu as déjà donné ton préavis. Nous t'avions dit d'attendre après avoir parlé à Nathalie. Julien eut la décence d'avoir l'air légèrement penaud. J'étais proactif, maman, le propriétaire me harcelait au sujet des plaintes de bruit, et j'ai pensé, pourquoi payer un autre mois de loyer quand je peux emménager avec Nat? Tu as supposé que je t'accueillerais à bras ouverts, ai-je dit, la pleine mesure de son droit à la propriété m'apparaissant. Tu as pris une décision de vie basée sur l'accès à ma maison, sans même prendre la peine de me le demander. Parce que tu aurais dit non, a crié Julien. Tu as toujours été égoïste. Assez. Mon père élevait rarement la voix, alors sa commande tranchante a fait taire la pièce. Cela ne nous mène nulle part. Nathalie, y a-t-il un moyen de te retirer de cette vente? Si tu expliques la situation, peut-être que les acheteurs comprendraient. Je l'ai regardé avec incrédulité. Tu me demandes sérieusement d'annuler un contrat légal, de risquer d'être poursuivi en justice et de perdre certainement la compte? De plus, Julien peut avoir un endroit gratuit pour traîner après que je t'ai juste dit que je devais vendre pour des raisons financières. Nous pourrions aider avec les coûts de plomberie, a offert rapidement ma mère. Et peut-être contribuer au service public pendant que Julien reste avec toi. La vente est définitive, ai-je dit fermement. Et même si elle ne l'était pas, je ne l'annulerai pas pour cette raison. Julien a 30 ans. Il doit résoudre sa propre crise du logement. Julien a repoussé sa chaise et s'est levé. Merci pour le soutien, sœur. Je ressens vraiment l'amour familial en ce moment. Il s'est précipité vers la porte d'entrée. Julien, attends, a appelé ma mère, se levant pour le suivre. Laisse-le partir, maman, ai-je dit lassement. Il a besoin de se calmer. La porte d'entrée a claqué avec assez de force pour faire vibrer la vitrine. Ma mère s'est réinstallée sur sa chaise, les larmes coulant maintenant librement sur ses joues. Comment as-tu pu faire ça à ton frère? Il va être sans abri. Il ne sera pas sans abri, ai-je rétorqué. Il a des options. Il pourrait trouver une colocation, louer un studio, ou même rester chez toi et papa temporairement pendant qu'il trouve un endroit. Mon père s'est raclé la gorge inconfortablement à cette dernière suggestion. Eh bien, nous offririons, bien sûr,
mais ta mère a juste converti l'ancienne chambre de Julien en son espace de bricolage, et tous les meubles ont été donnés. Tu as toujours la chambre d'amis, ai-je souligné. C'est plus une zone de stockage maintenant, a dit rapidement ma mère. De plus, Julien a besoin de son indépendance. Juste pas assez d'indépendance pour trouver sa propre solution de logement, ai-je observé sèchement. Mon père a soupiré lourdement. Nathalie, essaie de comprendre. Nous essayons juste d'aider Julien à se remettre sur pied. Tu as toujours été si capable, si autosuffisante. Julien lutte d'une manière que tu n'as jamais connue. Parce que tu ne lui as jamais donné la chance de développer ses compétences, ai-je répondu. Chaque fois qu'il fait face à une conséquence pour ses actions, tu interviens et tu règles le problème pour lui. Nous sommes ses parents, a dit ma mère défensivement. C'est ce que font les parents. Non, maman, c'est ce que font les facilitateurs, ai-je dit doucement. Le véritable amour parental signifie préparer vos enfants au monde réel, pas les en protéger pour toujours. La conversation a continué en rond avec mes parents, alternant entre les chantages émotionnels sur la loyauté familiale et les suggestions sur la façon dont je pouvais encore loger Julien malgré la vente de ma maison. Pourrais-je le laisser rester avec moi dans mon nouvel endroit? Pourrais-je aider à payer son appartement jusqu'à ce qu'il trouve un emploi? Pourrais-je envisager de lui prêter de l'argent sur le produit de la vente de ma maison? Chaque suggestion rendait plus clair que, selon eux, mes ressources seraient toujours considérées comme un filet de sécurité potentiel pour Julien. L'argent de la vente de ma maison n'était pas considéré comme ma sécurité financière, mais comme un fonds familial qui devrait être disponible pour résoudre les problèmes de Julien. Après une heure de cette conversation épuisante, j'ai rassemblé mon sac à main et les documents de clôture. Je dois y aller. J'ai une présentation tôt demain et je dois continuer à emballer ce soir. Nathalie, s'il te plaît, a commencé ma mère, mais je l'ai interrompue d'un geste de la main. Je vous aime toutes les deux, mais je ne peux pas continuer à avoir cette même conversation. Julien est un adulte et sa situation de logement n'est pas ma responsabilité. J'espère que vous l'aiderez à trouver une solution réaliste, mais j'ai besoin de me concentrer sur ma propre transition en ce moment. Mon père m'a accompagné jusqu'à la porte en silence, son expression troublée. Alors que je me retournais pour dire au revoir, il m'a surprise en me serrant dans une étreinte serrée. Je suis fier de toi, a-t-il murmuré. Même quand je ne comprends pas tes décisions. C'était une petite reconnaissance, mais à ce moment-là, elle signifiait tout. Les larmes menaçant de jaillir, je me suis précipité vers ma voiture et je suis rentré chez moi, dans ma maison bientôt ancienne, le poids de la soirée pesant lourdement sur mes épaules. Les jours qui ont suivi le dîner de famille désastreux ont été remplis d'une rafale de messages textes, d'appels et même de visites inattendues de divers membres de la famille. Mon téléphone est devenu un champ de bataille d'émotions avec des messages allant de la culpabilité à l'hostilité pure et simple. Julien a, comme prévu, mené l'assaut avec une série de messages textes en colère qui sont passés de « je n'arrive pas à croire que tu me ferais ça » à des explications détaillées sur la façon dont j'avais apparemment ruiné sa vie. Selon lui, tout son avenir avait été planifié autour de l'emménagement dans ma maison, malgré le fait que ce plan ait été conçu sans ma connaissance ou mon consentement. J'ai déjà dit à tout le monde que je déménageais dans ton quartier, a lu un message particulièrement prétentieux. Maintenant, j'ai l'air idiot parce que ma propre sœur préfère vendre sa maison plutôt que de m'aider. J'ai résisté à l'envie de répondre avec sarcasme et ai plutôt gardé mes réponses brèves et factuelles. J'ai vendu ma maison pour des raisons financières. Ta situation de logement est distincte de ma décision. Mes parents ont utilisé une tactique différente. Plutôt que la colère directe de Julien, ils ont tenté de négocier comme si nous discutions d'une transaction commerciale plutôt que d'une question de limite fondamentale. Ton père et moi avons parlé, a dit ma mère lors d'un de ses appels quotidiens. Et si nous aidions avec la compte pour ta nouvelle place? Quelque chose avec une chambre supplémentaire pour Julien juste pour 6 mois jusqu'à ce qu'il se remette sur pied. Maman, ce n'est pas la solution, ai-je expliqué pour ce qui semblait être la 100e fois. Je réduis intentionnellement ma taille pour réduire mon stress financier. Ajouter Julien à ma situation de logement ajouterait plus de stress, pas moins. Même les membres de la famille élargie ont commencé à peser. Ma tante Agnès, la sœur de ma mère, a appelé pour exprimer sa déception face à mon manque de valeur familiale. Mon cousin Pierre a envoyé un long email expliquant comment son frère avait vécu avec lui pendant un an pendant une période difficile et comment cela avait renforcé leur lien. Aucun des deux n'a reconnu la différence fondamentale. Ces arrangements avaient été des accords mutuels,
pas des déclarations unilatérales. Tout au long de cette campagne de pression familiale, j'ai continué le travail pratique de préparation de mon déménagement. Les acheteurs avaient accepté de me permettre de relouer la maison pendant 30 jours après la clôture, me donnant un mois pour trouver un nouvel endroit et déménager. Le chèque certifié de la vente se trouvait dans un compte d'épargne à haut rendement nouvellement ouvert, me fournissant une marge de manœuvre financière que je n'avais jamais expérimentée auparavant. En travaillant avec un autre collègue de mon cabinet immobilier, j'ai commencé à visiter des appartements et des petits condos dans des quartiers plus abordables. Après des années à me tendre pour maintenir la maison de rêve, j'ai trouvé la perspective d'une situation de vie plus simple étonnamment attrayante. Un petit condo moderne sans responsabilité d'entretien et avec des coûts mensuels considérablement plus bas représentait un type de liberté différent. Un après-midi, alors que je signais le bail d'un charmant appartement d'une chambre dans un bâtiment d'entrepôt converti, mon téléphone a vibré avec un message de Julien. Nous devons parler. Je passe après le travail. J'ai envisagé de lui dire de ne pas venir, mais j'ai décidé qu'il serait peut-être préférable d'avoir cette conversation en face à face plutôt que par d'autres échanges de messages textuels. Quand je suis rentré du bureau de location, la voiture de Julien était déjà garée dans mon allée, et il était assis sur les marches de devant à attendre. C'est gentil de me prévenir que tu venais, ai-je dit, déverrouillant la porte d'entrée et lui faisant signe de me suivre à l'intérieur. Le salon était déjà à moitié emballé avec des boîtes étiquetées empilées contre les murs et les œuvres d'art retirées, laissant des rectangles fantomatiques sur les surfaces peintes. Julien a regardé autour de lui avec un froncement de sourcils, la réalité de mon déménagement semblant le frapper pour la première fois. « Alors, tu vas vraiment y aller jusqu'au bout ?» a-t-il dit, pas comme une question, mais comme une accusation. « La maison est déjà vendue, Julien. Les nouveaux propriétaires en prennent possession dans 24 jours. » J'ai posé mon sac et croisé les bras. « De quoi voulais-tu parler ?» Julien s'est passé une main dans les cheveux, un geste rappelant notre père quand il était stressé. Maman et papa m'ont dit que je devais m'excuser de mon comportement à dîner. Alors, désolé pour ça, je suppose. Les excuses à moitié sincères flottaient dans l'air entre nous. C'est tout ce que tu es venu dire ? Non, a-t-il admis, s'affalant sur le canapé sans y être invité. Je suis venu voir si on pouvait s'arranger. Je suis dans une vraie situation difficile, Nat. Mon propriétaire est un complet imbécile au sujet des plaintes de bruit, qui étaient totalement exagérées, d'ailleurs. Il ne renouvelle pas mon bail, quoi qu'il arrive, et je dois partir avant la fin du mois. C'est malheureux, mais cela ne change pas ma situation, ai-je répondu, restant debout. La maison est vendue. Je déménage dans un appartement d'une chambre qui rentre à peine mes propres meubles, encore moins un colocataire. Et un prêt, alors, a demandé Julien, se penchant en avant. Juste assez pour le premier et le dernier mois de loyer et la caution pour un nouvel endroit. Je te rembourserai dès que je trouverai un nouvel emploi. Le schéma familier menaçait de se répéter. Julien en difficulté. La famille censée le sauver. Des promesses de remboursement qui ne se matérialiseraient jamais. Pendant un instant, j'ai envisagé. L'argent de la vente de la maison signifiait que je pouvais me permettre de l'aider sans difficulté significative pour moi-même. Mais ensuite, je me suis souvenu de chaque prêt précédent qui était devenu un cadeau, chaque promesse de faire mieux qui s'était évaporée dès que la crise était passée. Non, Julien, je ne vais pas te prêter d'argent, ai-je dit fermement. Tu as eu beaucoup d'occasions de constituer une épargne d'urgence, mais tu choisis de dépenser immédiatement tout ce que tu gagnes. Ça doit être bien d'être si parfait, a-t-il reniflé, le mince vernis de contrition disparaissant. Certains d'entre nous ont eu de la malchance. Ce n'est pas une question de chance, ai-je dit, ma patience s'amenuisant. C'est une question de choix et de conséquences. Tu as choisi de violer les termes de ton bail à plusieurs reprises. Tu as choisi de dépenser de l'argent pour des concerts et des voyages au lieu d'épargner pour les urgences. Maintenant, tu fais face aux conséquences de ces choix. Alors tu vas me laisser être sans abri, Julien s'est levé, sa voix montant. Ton propre frère ? Tu as des options qui ne m'impliquent pas, ai-je fait remarquer. Tu pourrais demander à un de tes amis de t'héberger sur son canapé. Tu pourrais chercher une chambre à louer dans une maison partagée, ce qui serait beaucoup moins cher que d'avoir ton propre endroit. Tu pourrais même avaler ta fierté et rester chez maman et papa temporairement. Aucune de ces options n'est une vraie option, a insisté Julien. Mes amis ont tous de petits endroits. Les colocations, c'est pour les étudiants,
et la maison de maman et papa est au milieu de nulle part sans vie sociale. Cela me semble toutes de vraies options, ai-je dit. Elles sont juste moins confortables ou pratiques que d'emménager chez moi. C'est là la différence, Julien. Tu ne veux aucune solution qui exige un sacrifice ou un inconfort de ta part. Tu as changé, a-t-il accusé, attrapant sa veste sur le canapé. Depuis que tu as acheté cet endroit, tu es différente. Comme si tu pensais que tu es meilleur que le reste d'entre nous. Je n'ai pas changé, ai-je dit calmement. J'ai juste arrêté de m'excuser d'avoir des limites et des attentes. Peut-être qu'il est temps que tu changes, Julien. Peut-être que perdre ton appartement et ton emploi est le coup de semonce dont tu as besoin. Peu importe ce qui t'aide à dormir la nuit, a-t-il craché en se dirigeant vers la porte. Amuse-toi dans ton petit appartement pendant que je trouve comment éviter de vivre dans la rue. Alors que la porte claquait derrière lui, je me suis affalé sur le canapé et j'ai fermé les yeux. La confrontation avait été désagréable mais nécessaire. Pour peut-être la première fois, j'avais refusé de me laisser entraîner dans le drame qui entourait toujours Julien comme un nuage d'orage. J'avais maintenu mes limites malgré la manipulation émotionnelle. Cela semblait à la fois terrible et libérateur, comme lancer un abcès qui était en train de suppurer depuis des années. La douleur immédiate était intense. Mais je pouvais déjà sentir que la guérison suivrait. Alors que je regardais les boîtes à moitié emballées et la maison que je quittais, j'ai réalisé que je ne changeais pas seulement d'endroit physique, mais que j'avançais dans ma vie. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un message de mon père. Ta mère et moi avons parlé. Julien restera dans la chambre d'amis jusqu'à ce qu'il trouve un endroit. Nous apprécierions si tu pouvais nous aider à débarrasser une partie du stockage pour lui faire de la place. C'était une petite victoire, mais une victoire significative. Pour la première fois, mes parents intervenaient pour aider Julien d'une manière qui n'impliquait pas de s'imposer à moi ou de faciliter ses pires habitudes. Peut-être commençait-il enfin à comprendre la différence entre soutenir et faciliter. Alors que je continuais à emballer et à me préparer pour mon déménagement, j'ai pris une décision difficile mais nécessaire. J'avais besoin d'une pause dans le drame familial pour me concentrer sur l'établissement de ma nouvelle vie. J'ai envoyé un message de groupe à mes parents et à Julien expliquant que je prendrais du temps pour moi au cours des prochaines semaines. Je serais disponible en cas d'urgence, mais j'avais besoin d'espace pour gérer mon déménagement et m'adapter à ma nouvelle situation. Les réponses furent, comme prévu, variées. Ma mère exprima sa douleur et sa confusion. Mon père envoya un simple « nous comprenons ». Prends le temps dont tu as besoin. Julien ne répondit pas du tout. Ce n'était pas une solution permanente, mais c'était un début. Une chance de réinitialiser les schémas dysfonctionnels qui avaient défini nos relations familiales pendant trop longtemps. Alors que je scellais une autre boîte d'effets personnels, je me suis senti plus légère que depuis des années, malgré la réalité douce amère de quitter la maison de mes rêves. Le jour du déménagement est arrivé avec le mélange particulier d'épuisement et d'excitation qui accompagne les transitions de vie majeures. L'entreprise de déménagement que j'avais engagée est arrivée ponctuellement à 8 heures du matin, et le démantèlement systématique de ma vie dans la maison de rêve a commencé en earnest. Chaque meuble sorti de la porte représentait un souvenir, un investissement, une partie de la vie que j'avais construite pour moi-même. La baie vitrée où j'avais passé d'innombrables dimanches matins à lire avec du café à la main. La table de la salle à manger où j'avais organisé des dîners pour des amis et des collègues. Le bureau antique dans mon bureau à domicile où j'avais travaillé tard dans la nuit sur des transactions immobilières complexes. Tous chargés dans un camion destiné à un espace moins de la moitié de la taille de celui que je quittais. Pendant que les déménageurs travaillaient, je me promenais dans les pièces de plus en plus vides, disant un adieu privé à la maison qui avait représenté tant pour moi. Dans la chambre principale, j'ai passé ma main sur le mur. J'avais peint 3 fois avant de trouver la nuance parfaite de bleu. Dans la cuisine, je me suis souvenu de la tentative désastreuse de faire des pâtes maison qui avait laissé de la farine sur toutes les surfaces. Chaque pièce contenait des souvenirs, certains joyeux, d'autres douloureux, tous faisant partie de la vie que je choisissais consciemment de quitter maintenant. Quand la dernière boîte fut chargée, j'ai fait un dernier tour avec les nouveaux propriétaires. Le jeune couple était visiblement excité, discutant déjà de l'endroit où iraient les jouets de leur fille et de quelle pièce deviendrait leur bureau. Leur enthousiasme était contagieux, et je me suis retrouvé à partager leur joie. Même en leur remettant les clés, ma maison deviendrait leur foyer, et il y avait quelque chose de beau dans cette continuation. Les premières semaines dans mon nouvel appartement ont été une adaptation.
L'espace était moderne et nécessitait peu d'entretien avec des sols en béton, des murs en briques apparentes et de grandes fenêtres industrielles qui inondaient le salon à air ouverte de lumière naturelle. C'était élégant d'une manière que mon ancienne maison n'avait jamais été, mais il a fallu du temps pour s'adapter à l'empreinte plus petite et au son de la vie urbaine à l'extérieur de mes fenêtres. Ce qui m'a le plus surpris, c'est le soulagement financier que j'ai ressenti presque immédiatement. Après avoir remboursé l'hypothèque restante et mis de côté de l'argent pour les impôts, il me restait assez pour effacer toutes mes dettes impayées et établir un fonds d'urgence sain. Mes dépenses mensuelles ont considérablement diminué sans le fardeau de l'hypothèque et des réparations constantes de la maison. Pour la première fois depuis des années, je pouvais regarder mon compte bancaire sans qu'un nœud d'anxiété ne se forme dans mon estomac. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, ma famille traversait sa propre période d'adaptation. Fidèles à leurs paroles, mes parents avaient libéré suffisamment d'espace dans leur chambre d'amis pour accueillir Julien temporairement. Selon les mises à jour occasionnelles de ma mère, l'arrangement n'était pas sans difficulté. Il sort tard, s'est-elle plainte lors d'une de nos brèves conversations téléphoniques, et il laisse sa vaisselle dans l'évier, même si je lui ai demandé une douzaine de fois de la rincer. J'écoutais avec sympathie mais j'ai résisté à l'envie de dire « je te l'avais bien dit ». C'était une leçon que mes parents devaient apprendre par eux-mêmes. La vraie surprise est venue environ un mois après mon déménagement lorsque mon père a appelé avec des nouvelles inattendues. « Ton frère a un entretien d'embauche demain », a-t-il annoncé avec un optimisme prudent. Un vrai poste professionnel dans cette entreprise de marketing au centre-ville. Il m'a demandé de l'aider à s'y préparer. C'est génial, ai-je répondu sincèrement ravi. Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, a dit mon père avec un rire, ta mère a mis en place des règles de maison, le loyer est dû le 1er du mois, des corvées sont assignées chaque semaine, et un couvre-feu pour les soirées de semaine. Julien a fait une crise au début, mais quand elle a tenu bon et que je l'ai soutenue, il a réalisé que nous étions sérieux. Maman lui facture un loyer. Je n'ai pas pu cacher mon choc dans ma voix. Pas beaucoup, a admis mon père, juste assez pour lui donner une certaine responsabilité. Nous mettons l'argent de côté pour l'aider avec une caution quand il trouvera son propre endroit. Mais il ne le sait pas. C'était un petit pas, mais un pas significatif. Pour peut-être la première fois, mes parents traitaient Julien comme un adulte capable de répondre aux attentes plutôt qu'un enfant perpétuel ayant besoin d'être secouru. 2 semaines plus tard, la famille s'est réunie pour le premier dîner du dimanche depuis la confrontation. Je suis arrivé avec une certaine appréhension, incertaine de l'accueil à attendre. À ma surprise, l'atmosphère était cordiale, sinon un peu tendue. Julien, vêtu d'une tenue business casual que je ne l'avais que rarement vu porter, a annoncé qu'il avait obtenu le poste de marketing et commencerait le lundi suivant. C'est un poste d'entrée, a-t-il expliqué avec une humilité inhabituelle. Mais il y a une possibilité d'avancement si je fais mes preuves. C'est merveilleux, Julien, ai-je dit sincèrement. Ton expérience en marketing de tes cours universitaires devrait t'aider. Il a hoché la tête, croisant brièvement mon regard avant de détourner le sien. Ce n'étaient pas des excuses, mais c'était une sorte de reconnaissance, une reconnaissance que les choses changeaient entre nous. Après le dîner, en aidant ma mère à débarrasser la table, elle m'a attiré dans une étreinte inattendue. Je vous dois des excuses, a-t-elle dit calmement. Ton père et moi avons parlé et nous réalisons maintenant que nous n'avons pas été justes envers vous deux. Nous attendions trop peu de Julien et trop de toi. La reconnaissance m'a fait monter les larmes aux yeux. Merci, maman. Ça compte beaucoup. Ce n'a pas été facile de l'avoir de retour à la maison, a-t-elle poursuivi avec un sourire moqueur, mais ça a été bon pour nous tous. Je pense que ton père et moi apprenons à fixer des limites que nous aurions dû établir il y a des années. Au cours des mois suivants, une nouvelle dynamique familiale a lentement émergé. Julien a trouvé un appartement dans son budget dans un quartier non loin de son nouveau travail. C'était petit et loin d'être luxueux, mais c'était le sien, gagné par ses propres efforts. Quand il a organisé une petite fête de pendaison de crémaillère, j'ai apporté une plante et une carte cadeau pour une épicerie proche comme contribution. Merci d'être venu, a-t-il dit maladroitement alors que je partais. Je sais que les choses ont été bizarres entre nous. La famille, c'est compliqué, ai-je répondu avec un sourire. Mais nous nous débrouillons. Pour ce que ça vaut, a-t-il ajouté, les mains dans les poches, je comprends maintenant pourquoi tu étais si protectrice de ta maison et de ton indépendance. Je n'aurais pas dû m'attendre à ce que tu sacrifies ce pourquoi tu as travaillé juste parce que j'ai fait de mauvais choix. Ce n'était pas de grandes excuses, mais de la part de Julien,
c'était un progrès significatif. Je l'apprécie. Et pour ce que ça vaut, je suis fier de ce que tu construis pour toi-même. Maintenant, alors que l'été se transformait en automne, je me suis retrouvé à m'installer confortablement dans ma nouvelle vie. L'appartement était devenu un foyer, décoré de mes pièces préférées de la maison et de quelques ajouts nouveaux mieux adaptés à l'esthétique urbaine industrielle. Ma situation financière s'était stabilisée, me permettant de me concentrer sur le développement de ma carrière plutôt que de simplement payer les factures. Avec le produit de la vente de la maison judicieusement investi, j'ai recommencé à regarder tranquillement des propriétés, mais avec une perspective plus réaliste. La maison de mes rêves m'avait appris des leçons précieuses sur la différence entre ce que je voulais et ce dont j'avais besoin, entre le statut et la sécurité. Le moment venu d'acheter à nouveau, ce serait avec des yeux clairs et des attentes pratiques. Pendant ce temps, ma relation avec ma famille a continué d'évoluer. Mes parents, voyant les changements positifs dans la vie de Julien, ont commencé à comprendre les dommages causés par leur comportement facilitateur. Ils nous soutenaient toujours tous les deux, mais de manière plus saine qui reconnaissait notre âge adulte et notre autonomie. Julien et moi ne serions jamais les meilleurs amis, mais nous apprenions à interagir avec un respect mutuel plutôt qu'avec du ressentiment et de l'arrogance. Un soir, alors que j'étais assise près de la fenêtre de mon appartement à regarder les lumières de la ville s'allumer, j'ai reçu un message de Julien. J'ai reçu ma première prime de performance aujourd'hui. Je vais me faire plaisir pour célébrer. Je n'ai jamais pensé dire ça, mais merci de ne pas m'avoir laissé emménager. Il fallait un coup de pied aux fesses. J'ai souri au message, ressentant un mélange complexe d'émotions. Le chemin vers ce moment avait été douloureux pour nous tous, mais peut-être nécessaire. Parfois, les décisions les plus difficiles mènent à la croissance la plus importante. Parfois, perdre ce que l'on pensait vouloir ouvre la porte à ce dont on a vraiment besoin. 6 mois après avoir vendu la maison de mes rêves, je me tenais dans le salon d'une modeste maison de ville de 2 chambres dans un quartier calme juste à l'extérieur de la ville. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres qui donnaient sur un petit mais privé patio-jardin. L'espace était plus petit que ma maison précédente, mais plus pratique pour mes besoins avec des équipements modernes qui ne nécessiteraient pas de réparation et de mise à jour constante. « Qu'est-ce que tu en penses ?» a demandé mon agent immobilier, un collègue qui m'avait patiemment montré des dizaines de propriétés au cours des derniers mois. « Je pense que ça pourrait être la bonne, ai-je répondu, visualisant déjà mes meubles dans l'espace. Cette fois, mon achat de maison était motivé par le pragmatisme plutôt que par l'émotion. J'avais soigneusement calculé ce que je pouvais me permettre confortablement sans mettre mes finances au point de rupture. Le produit de la vente de ma précédente maison avait été en partie investi et en partie utilisé pour un acompte substantiel qui maintiendrait mon hypothèque mensuelle gérable. La sécurité financière qui découlait de la prise de décision plus judicieuse avait transformé plus que ma situation de logement. Sans le stress constant de vivre de paix en paix, je me suis retrouvé à mieux dormir, à apprécier davantage mon travail et à avoir de l'énergie pour les loisirs et les amitiés qui avaient été négligés pendant mes années de maison pauvre. Le parcours jusqu'à ce point n'avait pas été facile, en particulier en ce qui concerne mes relations familiales. La confrontation lors de ce dîner fatidique avait initialement créé des fossés profonds, mais avec le temps, ces conversations douloureuses avaient conduit à une guérison inattendue. Mon frère Julien avait surpris tout le monde, y compris lui-même, par sa croissance au cours des 6 derniers mois. Après le choc initial d'avoir à résoudre sa propre crise du logement, il avait trouvé un appartement abordable, s'était engagé dans son nouveau poste de marketing et avait même commencé à constituer un compte d'épargne d'urgence. Nous n'étions pas proches comme le sont certains frères et sœurs, mais nous avions développé un respect mutuel qui avait fait défaut pendant la majeure partie de notre vie d'adulte. Ton frère m'a demandé des conseils financiers la semaine dernière, a commenté mon père lors d'un récent appel téléphonique, son ton transmettant son étonnement. Il voulait savoir sur les comptes de retraite et les options d'investissement pour sa prime de travail. Je suis presque tombé de ma chaise. Mes parents avaient également subi leur propre transformation. Avoir Julien vivre avec eux temporairement avait été un signal d'alarme concernant les conséquences de leur comportement facilitateur. Ils avaient été obligés d'établir des limites qu'ils auraient dû fixer des années plus tôt et, ce faisant, avaient découvert que Julien était capable de beaucoup plus d'indépendance qu'ils ne le croyaient. Nous ne lui avons rendu aucun service, a admis ma mère lors d'une conversation intime autour d'un café. Nous pensions le protéger, mais nous l'empêchions en fait de grandir. Il a fallu que tu tiennes bon pour que nous le voyions. Les changements les plus profonds, cependant, s'étaient produits en moi.
vendre la maison de mes rêves avait initialement semblé un échec, mais avec le temps et la perspective, j'ai reconnu que c'était l'une des décisions les plus sages que j'ai jamais prises. J'avais appris à distinguer entre les choses qui apportaient une vraie valeur à ma vie et les symboles de statut que j'avais été conditionné à rechercher. Ma nouvelle approche des finances reflétait ce changement de priorité. Au lieu de consacrer chaque euro à l'entretien d'une maison impressionnante, je budgétisais maintenant des expériences et des relations qui apportaient une joie authentique. Des voyages le week-end avec des amis, des cours de cuisine que j'avais toujours voulu essayer, et même des vacances familiales occasionnelles qui créaient des souvenirs plus précieux que n'importe quelle possession physique. Les dynamiques familiales s'étaient considérablement améliorées une fois que nous avons tous commencé à reconnaître et à respecter les limites de chacun. Mes parents ne s'attendaient plus à ce que je résolve les problèmes de Julien, et Julien ne présumait plus qu'il avait droit à mes ressources. Nous fonctionnions comme des adultes avec des vies séparées qui choisissaient de se soutenir mutuellement de manière saine. Le mois dernier, Julien m'avait même remboursé un petit prêt que je lui avais donné à contre-cœur pour des réparations de voitures, quelque chose qui aurait été inimaginable il y a un an. Le montant était moins significatif que le principal. Il assumait la responsabilité de ses obligations et honorait ses engagements. Alors que je signais l'accord d'achat pour ma nouvelle maison de ville, j'ai réfléchi aux leçons apprises au cours de cette période difficile. Le véritable soutien familial signifie encourager l'indépendance, pas faciliter la dépendance. En refusant de laisser Julien utiliser ma maison comme une échappatoire aux conséquences, je l'avais finalement beaucoup plus aidé que si j'avais cédé à la pression familiale. Les biens matériels, même les maisons de rêve, sont de piètres substituts à la sécurité financière et à la tranquillité d'esprit. Le statut de posséder une maison impressionnante avait brièvement satisfait mon ego, mais avait créé un stress constant qui avait diminué ma qualité de vie. Établir et maintenir des limites, bien que douloureux sur le moment, crée des relations plus saines à long terme. L'inconfort temporaire de la confrontation avait conduit à des connexions plus authentiques avec ma famille. Parfois, perdre ce que l'on pense vouloir ouvre la porte à ce dont on a vraiment besoin. Vendre la maison de mes rêves avait d'abord semblé un échec, mais avait finalement créé de l'espace pour une vie plus équilibrée et épanouissante. Après la clôture, j'ai envoyé un message de groupe à ma famille. Je viens de signer les papiers pour ma nouvelle place. Plus petite, plus intelligente et abordable. Fête de pendaison de crémaillère le mois prochain. Julien, j'attends que tu apportes cette trempette aux épinards que tu as faite pour Thanksgiving. La réponse de mon frère est arrivée presque immédiatement. Seulement si tu promets de ne pas vendre cette maison la prochaine fois que j'aurai besoin d'une faveur. La blague, qui aurait été impensable il y a 6 mois, m'a fait rire à voix haute. Nous avions tous grandi grâce à cette expérience, aussi douloureuse qu'elle ait été. Ce soir-là, alors que j'étais assise sur le balcon de mon appartement, regardant le coucher du soleil sur la ligne d'horizon de la ville, j'ai ressenti un sentiment de contentement qui m'avait échappé même dans ma maison de rêve. La vraie sécurité, j'avais appris, ne venait pas de possessions impressionnantes, mais de choix judicieux, de limites saines et de relations authentiques. Le voyage avait été difficile, mais la destination s'était avérée valoir chaque étape douloureuse. En perdant la maison de mes rêves, j'avais trouvé quelque chose de bien plus précieux, une vie de rêve construite sur la réalité plutôt que sur les apparences, sur la sagesse plutôt que sur les souhaits. Avez-vous déjà dû prendre une décision difficile que d'autres n'ont pas comprise mais qui s'est avérée être le bon choix? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a touché, donnez-lui un like et abonnez-vous pour plus d'histoires réelles sur l'établissement de limites et la recherche de votre propre chemin. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait lutter contre les attentes familiales ou la pression financière. Rappelez-vous, parfois les choix les plus difficiles mènent à la croissance la plus importante. Merci d'avoir écouté mon histoire et je vous souhaite le courage de prendre les bonnes décisions pour vous-même, même lorsqu'elles sont difficiles.